Au moment où Richard Beaumont-Marie est de l'autre côté de cette table du conseil d'administration, j'ai pris une décision. Pas une décision émotionnelle. Pas le genre de décision qu'un homme prend quand son visage est brûlant et que ses mains tremblent. Le genre silencieux. Le genre qui vient après avoir passé 12 ans à construire quelque chose de si précis, de si complètement invisible pour les personnes qui étaient censées vous aimer, qu'au moment où elles le voient enfin, il est déjà trop tard pour qu'elles fassent autre chose que regarder. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas quitté la pièce. Je suis resté assis là, je l'ai laissé finir de rire, j'ai hoché la tête une fois et j'ai glissé mon téléphone sous la table. Le SMS que j'ai envoyé a pris 11 secondes à taper. Le groupe Beaumont était une entreprise de 46 millions d'euros. La réunion d'urgence du conseil d'administration qu'ils ont convoquée a commencé 9 minutes et 40 secondes plus tard. Je le sais parce que j'ai regardé l'heure. Laissez-moi reprendre depuis le début. Parce que si je ne le fais pas, vous ne comprendrez pas pourquoi je n'ai rien ressenti quand c'est arrivé. Ni culpabilité, ni satisfaction, juste une sorte de justesse finale et nette. La sensation d'un nœud qui se dénoue enfin après avoir tiré dessus pendant des années et des années. Je m'appelle Alexandre Mercier. J'ai 37 ans. Je suis associé gérant et directeur des investissements chez Mercier Capital, basé à Lyon. Nous gérons un portefeuille de capital investissement qui se situe actuellement juste au-dessus de 312,8 millions d'euros. Nous avons des bureaux au Breteau, une deuxième équipe à Grenoble, et une division de recherche qui opère depuis des locaux sur l'avenue Foch que j'ai personnellement rénové il y a 3 ans. Parce que je voulais que la lumière entre parler le matin. Je vous dis tout cela non pas pour vous impressionner. Je vous le dis parce que, dans environ 4 minutes d'écoute de cette histoire, vous devrez comprendre que Richard Beaumont a eu toutes les occasions de découvrir qui j'étais. Il n'a tout simplement jamais pris la peine de le faire. J'ai rencontré Sophie lors d'une collecte de fonds pour l'art au musée des Beaux-Arts de Lyon il y a environ 6 ans. Elle se tenait près d'une œuvre de Pierre Soulages, vêtue d'une robe verte, tenant un verre de vin qu'elle oubliait sans cesse de boire. Elle était le genre de femme qui attirait l'attention de toute une pièce sans avoir l'air de s'en rendre compte. Et quand elle a fini par regarder dans ma direction et qu'elle m'a surpris en train de la fixer, elle n'a pas détourné le regard en premier. J'ai tout de suite aimé ça chez elle. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je ne rencontre sa famille. Cela aurait dû m'indiquer quelque chose. Richard Beaumont avait bâti le groupe Beaumont à partir d'une entreprise régionale de construction et d'immobilier commercial que son propre père avait fondée dans les années 1970 à Saint-Étienne. Au moment où Sophie et moi avons commencé à nous fréquenter, Richard l'avait considérablement développé. Des projets commerciaux dans tout le sud-est, quelques projets à usage mixte à Grenoble et Valence, un accord de développement de corridor commercial à Marseille qui était en négociation depuis environ 3 ans. C'était un grand homme dans de petites pièces. C'est la seule façon que j'ai de le dire. Partout où Richard allait, il s'assurait que la pièce sache qu'il était arrivé. Sa femme, Claudine, était le genre de femme qui avait appris à sourire à tout ce que son mari disait, même quand il avait tort, ce qui arrivait souvent. Leur fils, Baptiste, avait 29 ans et travaillait dans le développement commercial pour le groupe Beaumont, ce qui, en pratique, signifiait qu'il conduisait une voiture de fonction. Assistait à des réunions pour lesquelles il ne se préparait pas et disait aux gens lors de cocktails qu'il travaillait dans l'immobilier. La première fois que j'ai dîné chez eux au lac d'Annecy, une grande maison de style colonial au bord de l'eau avec un hangar à bateau que Richard a mentionné 4 fois sans qu'on le lui demande. Richard m'a serré la main, m'a jaugé de la façon dont le fait un homme lorsqu'il a déjà pris sa décision et a dit « Sophie me dit que vous travaillez dans les investissements ». Il l'a dit de la même manière que quelqu'un dirait que vous travaillez au centre commercial. Je lui ai dit que je dirigeais une société de capital investissement. Il a hoché lentement la tête, comme le font les gens quand ils ont entendu un mot qu'ils reconnaissent mais ne veulent pas admettre qu'ils ne le comprennent pas tout à fait. Une opération à petite échelle, a-t-il demandé. Nous gérons environ 257,6 millions d'euros en ce moment, ai-je répondu. En pleine croissance. Il a souri, pas méchamment, mais avec la condescendance particulière d'un homme qui a décidé que le chiffre que vous avez annoncé n'est pas encore réel. C'est bien pour vous, a-t-il dit. Il faut du temps pour construire quelque chose de concret. Je l'ai regardé. J'ai regardé le hangar à bateau derrière lui. J'ai dit, oui, monsieur, en effet. Et j'en suis resté là. Sophie et moi nous sommes mariés 14 mois plus tard dans un château du Beaujolais. C'était un mariage magnifique. J'en ai payé la majeure partie parce que Richard avait proposé d'y contribuer,
puis n'arrêtait pas de trouver des raisons pour lesquelles le moment n'était pas idéal. Sophie a dit que ça n'avait pas d'importance. J'ai dit que ça n'avait pas d'importance, mais je l'avais remarqué. Si vous nous suivez depuis un moment, faites une chose rapide dès maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement et laissez un j'aime sur cette vidéo. Cela ne vous coûte rien et cela représente tout pour nous. Et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous d'où vous nous regardez. Cette histoire va vous emmener loin, je vous le promets. Les 2 premières années de notre mariage ont été belles. Sophie était directrice marketing dans une société de conseil en santé à Lyon. Elle était brillante, motivée, et elle avait cette capacité à cerner une assemblée que j'ai toujours admirée. Je pensais que cette lucidité s'étendait à sa famille. J'avais tort sur ce point. Richard m'a appelé directement pour la première fois en juin de notre 2e année de mariage, non pas pour prendre des nouvelles, non pas pour discuter. Il a appelé parce que le groupe Beaumont faisait face à un problème de liquidité sur le projet de Marseille. L'affaire était au point mort. Leur principal prêteur était devenu prudent. Un problème réglementaire avec le site du projet que leurs avocats n'avaient pas complètement examiné avant la conclusion. Ils avaient besoin d'un crédit relais, et ils en avaient besoin rapidement. Sinon, 2 ou 3 ans de négociations et 3,68 millions d'euros de coûts de pré-développement allaient partir en fumée. Il m'a demandé si je connaissais quelqu'un. Je veux être très précis sur ce qu'il a demandé. Il a dit, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait être intéressé par un crédit relais à court terme? Pas, pourriez-vous aider? Pas, envisageriez-vous? Il a dit, connaissez-vous quelqu'un, comme si j'étais un service de recommandation. Comme si appeler son gendre allait être quelque chose dont il pouvait se distancier en le formulant comme une demande professionnelle. Je lui ai dit que je passerais quelques coups de fil. Je n'ai passé aucun coup de fil. Au lieu de cela, j'ai demandé à mon équipe de faire une analyse complète du projet de Marseille dans les 48 heures. Nous avons examiné le site, l'exposition réglementaire, les relations avec les prêteurs, le calendrier du projet, les accords de développement comparables sur le marché des Bouches-du-Rhône. À la fin de cette semaine-là, je suis revenu vers Richard avec une proposition formelle. Mercier Capital fournirait le financement relais. Nous prendrions une participation minoritaire dans le projet structuré en actions de préférence, ce qui protégerait notre position, et nous assortirions cela de conditions concernant le calendrier de résolution réglementaire. C'était un accord équitable. C'était, pour être franc, un accord généreux. La plupart des prêteurs relais dans cette situation auraient exigé un taux plus élevé et une participation plus importante. Je leur facilitais la tâche parce que Sophie aimait sa famille et que je comprenais ce que le projet de Marseille représentait pour eux. Richard a étudié la proposition pendant 11 jours. Puis il m'a rappelé. Nous avons décidé de prendre une autre direction, a-t-il dit. Quelle direction, ai-je demandé. Il m'a dit qu'il avait trouvé un prêteur privé par l'intermédiaire d'un de ses associés. Je l'ai interrogé sur les conditions. Il est resté vague, comme le sont les gens lorsque les conditions sont pires que celles qui leur ont été proposées et qu'ils ne veulent pas l'admettre. Il a dit, nous apprécions que vous vous y soyez penché, Alexandre. Et puis il a ajouté, la famille c'est la famille, mais les affaires sont les affaires. Vous comprenez? Sophie m'a dit de ne pas le prendre personnellement. Je lui ai dit que ce n'était pas le cas. Ça l'était. Pas parce qu'il avait choisi quelqu'un d'autre. C'était son droit. Mais à cause de l'expression « la famille c'est la famille, mais les affaires sont les affaires ». C'était une philosophie, une division nette. Sa famille, ses affaires, moi, j'étais autre chose. Adjacent. Utile peut-être dans certains contextes, mais pas vraiment à l'intérieur du cercle. Pas encore, peut-être jamais. Au cours des 3 années suivantes, cette philosophie s'est exprimée par des dizaines de petits détails qui, individuellement, ne signifiaient rien, mais qui, mis bout à bout, voulaient tout dire. Richard et Claudine venaient à Lyon pour nous rendre visite, et la conversation au dîner tournait toujours autour du groupe Beaumont. L'accord de Marseille, qui a finalement été conclu après 18 mois de retard supplémentaire. Le projet de Grenoble, le rôle de Baptiste dans l'entreprise, qui prenait de l'importance dans l'intitulé sans s'élargir en responsabilité. Sophie m'interrogeait sur mon travail et je commençais à expliquer quelque chose, puis Richard hochait la tête comme le font les gens quand ils attendent leur tour pour parler. Une fois, à Noël, dans leur maison du lac d'Annecy, j'ai mentionné que nous venions de conclure une acquisition importante, une entreprise de technologie de fabrication basée à Chambéry,
un accord sur lequel nous travaillions depuis 7 mois. L'une des meilleures sorties que j'avais structurées en 2 ans. Richard a levé les yeux de son assiette, a hoché la tête une fois et a dit, « Bien. Il faut que tu continues à te bâtir cette réputation. » Comme s'il était mon mentor, comme si j'étais un analyste de niveau intermédiaire qui venait de conclure sa première affaire. J'avais 35 ans. J'avais des antécédents qui auraient rendu humble la plupart des gens de son secteur. Sophie a effleuré ma main sous la table. J'ai souri. J'ai mangé mon repas. J'ai pensé aux chiffres du portefeuille de Mercier Capital à cet instant précis, que je ne partagerai pas avec vous ici parce que ce n'est pas le sujet. Le fait est que j'étais assis en face d'un homme qui avait décidé de ce que j'étais et qui ne se souciait absolument pas d'être corrigé. L'invitation à la réunion du conseil d'administration du groupe Beaumont est passée par Sophie, ce qui aurait dû être la première chose à m'avertir de ce qui allait arriver. Richard était en pleine expansion. Il avait été approché pour un important projet de développement à usage mixte dans le centre-ville de Bordeaux. Un projet de 368 millions d'euros, des tours résidentielles, des espaces commerciaux, des commerces en rez-de-chaussée, une partie hôtelière. Considérable, le genre de projet qui triplerait l'empreinte du groupe Beaumont du jour au lendemain. Le problème était la structure du capital. Pour participer au niveau que Richard souhaitait, le groupe Beaumont avait besoin d'un partenaire en capital majeur, quelqu'un avec des relations institutionnelles. Un accès aux capitaux des commanditaires est le genre de crédibilité qui amène les grands fonds de pension et les family office à accepter une réunion. Il avait besoin exactement de ce que je faisais dans la vie. Sophie a mentionné le projet pendant le dîner dans notre appartement des Brotteaux début mars. Elle était enthousiaste. Elle a dit que son père y pensait depuis des mois, qu'il avait demandé si je serais intéressé pour m'y impliquer de manière formelle. Elle l'a dit comme si c'était un cadeau, comme s'il ouvrait enfin la porte. J'ai demandé comment le sujet était venu sur le tapis. Elle m'a dit qu'il l'avait appelé. Il ne m'avait pas appelé, moi. Il l'avait appelé, elle. Et elle avait servi d'intermédiaire, ce qui m'a indiqué que la façon dont Richard percevait la situation n'avait pas changé d'un iota. J'étais toujours quelqu'un qu'on joignait en passant par Sophie. Je lui ai dit que j'étais intéressé d'en savoir plus. La réunion se tenait au siège du groupe Beaumont à Saint-Étienne, un bureau d'angle au 14e étage d'un immeuble de l'avenue de la Libération avec une vue sur la Loire si vous penchiez légèrement la tête vers la gauche. Richard était assis en bout de table. Baptiste était assis à sa droite, portant un costume bien coupé et tenant un stylo qu'il n'utilisait jamais. Une femme prénommée Patricia, dont j'ai déduit qu'elle était leur directrice financière, était assise avec un dossier de documents, et il y avait un homme nommé Gaspard Blanc, que Richard a présenté comme leur conseiller financier. Un titre qui couvrait un large éventail de niveaux de compétences selon mon expérience. Sophie s'est assise à côté de moi, ce que j'ai apprécié. Richard a ouvert la réunion en présentant le projet de Bordeaux. Il était bon présentateur lorsque le sujet portait sur son propre travail. Il avait l'assurance exercée de quelqu'un qui s'était vendu dans des salles de réunion tout au long de sa carrière. Il a parlé du site, du promoteur avec lequel il s'associait, des fondamentaux du marché, des rendements projetés. C'était un argumentaire solide pour quelqu'un qui ne savait pas quelles questions poser. Je savais quelles questions poser. Quand il a eu fini, j'ai posé des questions sur la structure du capital. Il s'en est remis à Gaspard, qui l'a expliqué en termes généraux. J'ai posé des questions plus précises sur la cascade de distribution, sur la position des actions de préférence, sur la façon dont la dette de premier rang était sourcée et s'ils avaient des pré-engagements de la part de prêteurs institutionnels. Gaspard a répondu à certaines d'entre elles. Patricia a répondu à d'autres avec plus de précision. Baptiste a écrit quelque chose sur son bloc-notes qui, je le soupçonnais, n'avait aucun lien avec la réunion. Ensuite, Richard m'a demandé de leur expliquer à quoi ressemblerait une implication de Mercier Capital. Je l'ai fait. J'ai passé 15 minutes à expliquer exactement comment nous structurerions notre participation, la taille de l'engagement en capital que je pourrais trouver dans les 90 jours. Les relations de commanditaires que nous avions et qui étaient spécifiquement intéressés par des développements dans le sud et le sud-ouest. La façon dont je pourrais apporter de la crédibilité à la partie institutionnelle de la structure du capital, ce qui leur permettrait d'accéder à une dette de premier rang à moindre coût. J'ai été exhaustif. J'ai été précis. J'avais fait tourner les chiffres en arrière-plan de ma propre analyse avant la réunion. Quand j'ai eu fini, Richard s'est adossé à sa chaise. Il a regardé Gaspard. Puis il m'a regardé et il a souri du même sourire que j'avais vu à chaque dîner de famille pendant 4 ans.
Celui qui disait qu'il avait déjà décidé de quelque chose avant même que je n'entre dans la pièce. Alexandre, a-t-il dit, ce que vous décrivez ressemble à une contribution significative à un projet de cette envergure. Il a fait une pause. Mais je veux être franc avec vous. Nous recherchons un partenaire avec un niveau d'engagement de 46 millions d'euros, à l'échelle institutionnelle, quelqu'un avec le bilan nécessaire pour ancrer la levée de fonds propres. Il a penché la tête. C'est une conversation différente de ce que Mercier Capital gère d'habitude, n'est-ce pas? Je l'ai regardé pendant un moment. Que voulez-vous dire par là, ai-je demandé calmement, sincèrement curieux d'entendre comment il allait le formuler. Eh bien, a dit Richard en écartant les mains sur la table dans un geste généreux. Votre entreprise fait du bon travail, mais nous construisons ici une affaire de 46 millions d'euros. C'est un autre niveau. Sophie s'est complètement figée à côté de moi. J'ai entendu Baptiste bouger sur sa chaise. Patricia a regardé son dossier. J'ai dit, Richard, je gère 8 millions d'euros d'actifs sous gestion en ce moment. Mon réseau de commanditaires comprend des relations institutionnelles capables de fournir l'intégralité de l'engagement en capital que vous décrivez. Et plus encore. J'ai structuré des accords de cette taille et même plus grands. Richard a hoché la tête de la même manière qu'il le faisait toujours, sans écouter, en train de traiter l'information, cherchant la version de ce que j'avais dit qui correspondait à son cadre de pensée préétabli. Puis il a regardé Gaspard, est revenu à moi, et il a fait la chose que je porterai en moi pour le reste de ma vie professionnelle. Il a ri. Pas d'un rire cruel, ni théâtral, juste le rire facile et dédaigneux d'un homme qui a décidé que ce que vous avez dit est charmant, mais pas tout à fait sérieux. Alexandre, a-t-il dit, nous apprécions votre présence ici. Sophie me dit que vous avez construit quelque chose de votre côté, mais nous n'avons pas besoin d'argent de poche sur une affaire comme celle-ci. Revenez nous voir quand vous aurez un poids institutionnel derrière vous. Et looked at Gaspard. Parlons du calendrier du groupe Montfort après le déjeuner. Et c'était tout. J'étais congédié. La réunion s'est poursuivie autour de moi. Baptiste a débouché son stylo. Patricia a ouvert son dossier. La main de Sophie a trouvé mon genou sous la table, mais j'étais déjà parti ailleurs, quelque part de très calme, de très immobile. J'ai regardé Richard Beaumont de l'autre côté de la table, et j'ai pris ma décision. J'ai fait glisser mon téléphone sous le bord de la table et j'ai envoyé un seul SMS à mon gestionnaire d'investissement, Daniel Fontaine. Retirez tout soutien existant au groupe Beaumont. Gelez la lettre d'engagement préliminaire pour le projet de Bordeaux. Ne traitez plus rien jusqu'à ce que je vous appelle. Agissez immédiatement. 19 mots, plus ou moins. Je l'ai envoyé à 13h47 un mardi après-midi à Saint-Étienne. La réunion d'urgence du conseil d'administration du groupe Beaumont a commencé à environ 13h56. Je devrais vous parler de Daniel Fontaine, car il est important dans cette histoire. Daniel travaille chez Mercier Capital depuis 6 ans. Il vient du bureau des infrastructures de la BNP Paribas, ce qui signifie qu'il peut lire une structure de capital de la même manière qu'un chirurgien lit une imagerie médicale. C'est aussi un homme d'une discrétion extraordinaire, c'est pourquoi je lui ai confié le genre d'informations qui rendrait d'autres personnes nerveuses. Quand je lui ai envoyé ce SMS, je savais 2 choses. Premièrement, il l'exécuterait immédiatement, car c'est ce que fait Daniel. Deuxièmement, il comprendrait exactement ce que je faisais et pourquoi, car Daniel participait à nos discussions préliminaires concernant l'engagement du groupe Beaumont à Bordeaux depuis 3 semaines. Ce que Richard Beaumont ne savait pas, parce qu'il n'avait jamais posé la question, c'était que Mercier Capital s'était discrètement prépositionné comme arrangeur de fonds propres principal sur le projet de Bordeaux pendant 22 jours avant cette réunion du conseil. Daniel avait envoyé la feuille de conditions préliminaires au bureau de Patricia 2 semaines auparavant. Nous étions en contact permanent avec le promoteur, une société nommée Horizon Développement basée à Mérignac, concernant le rôle formel de Mercier Capital. Nous avions des commanditaires en discussion préliminaire au sujet de l'engagement. Nous étions, dans le jargon du secteur, préengagés. Ce que cela signifie en termes simples, c'est que nous étions ceux qui maintenaient le projet à flot sur le plan financier. Sans notre participation, la structure du capital n'existait pas. L'affaire de Bordeaux ne se ferait pas. Richard savait que nous étions impliqués. Il avait demandé à Sophie de me contacter. Il m'avait invité à la réunion. Ce qu'il n'avait apparemment pas fait, c'était de demander à qui que ce soit d'expliquer réellement ce que cette implication signifiait. Il avait posé la question à Gaspard Blanc,
un homme dont j'avais évalué les compétences dans les 15 premières minutes de cette réunion, et Gaspard n'avait apparemment pas lu les documents que Daniel avait envoyés à Patricia, ou Patricia ne les avait pas montrés à Gaspard. Ou Richard s'était fait une opinion sur moi avant même que tout cela n'arrive, et la réunion n'était que du théâtre, une formalité, un moyen de pouvoir dire à Sophie qu'il m'avait donné ma chance. Je ne suis pas certain de la bonne version. Cela ne change rien au résultat. J'ai quitté la réunion à 14h04. Sophie m'a suivi dans le couloir. Elle a touché mon bras. Son visage affichait un conflit que je reconnaissais. Elle savait ce qui s'était passé. Elle s'était assise à côté de moi. Elle avait entendu chaque mot. Et elle était la fille de son père par des aspects qu'elle n'avait jamais complètement examinés, ce qui signifiait que, même maintenant dans ce couloir, je pouvais la voir en train de décider comment présenter la chose pour que les dégâts soient moindres qu'ils ne l'étaient en réalité. Il ne le pensait pas comme ça a pu sonner, a-t-elle dit. Je l'ai regardé pendant un moment. Sophie, ai-je dit. Depuis combien de temps ton père sait-il ce que je fais dans la vie? Elle a détourné le regard. Alexandre. 4 ans, ai-je dit, sans colère, juste avec précision. Il a eu 4 ans pour poser une seule question sur mon travail. Il ne l'a jamais fait. Elle n'avait pas de réponse à cela. Elle arborait l'expression qu'elle prenait lorsqu'elle comprenait quelque chose qu'elle ne voulait pas comprendre. J'ai embrassé son front et je lui ai dit que je devais passer quelques appels. Elle est retournée dans la salle de réunion. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall. Debout sur l'avenue de la Libération, avec la lumière de février se reflétant sur la Loire quelques rues à l'est, j'ai appelé Daniel. C'est fait, a dit Daniel avant même que je puisse parler. La lettre d'engagement préliminaire a été retirée. Horizon Développement a été informé que notre engagement est suspendu dans l'attente d'une révision stratégique. Je l'ai également signalé à Juliette chez Partenaires Institutionnels du Sud. Ils allaient co-investir avec nous. Bien, ai-je dit. Alexandre, a repris Daniel, et je pouvais entendre ce ton particulier qu'il utilisait lorsqu'il faisait preuve de prudence professionnelle. Horizon Développement ne va pas être content. Non, ai-je convenu. Ils ne le seront pas, ils vont appeler Beaumont directement. Oui, ai-je dit. C'est ce qu'ils vont faire. L'appel d'Horizon Développement est parvenu au bureau de Richard Beaumont à 14h43 cet après-midi-là. Je le sais parce Sophie m'a appelé à 15h07, sa voix portant la tonalité particulière de quelqu'un qui se tient dans un bâtiment où quelque chose a mal tourné et où tout le monde essaie de comprendre quoi. Leur promoteur principal, un homme nommé Cédric Weber, avait appelé Richard personnellement. Le message était clair. Horizon Développement s'était appuyé sur le montage financier de Mercier Capital pour ancrer la levée de fonds institutionnels du projet de Bordeaux. Sans cet arrangement, l'ensemble de la structure du capital était remis en question. Le calendrier du projet ne pouvait pas être maintenu. Ils avaient besoin de clarifications immédiates sur ce qui avait changé. Richard m'a appelé à 15h19. J'ai laissé sonner. Il a rappelé à 15h24. J'ai encore laissé sonner. Non pas parce que je le punissais, mais parce que j'étais au milieu d'un appel avec Juliette Lemaire de Partenaires Institutionnels du Sud, qui avait 36,8 millions d'euros de pré-engagement dans le projet de Bordeaux et qui avait besoin de comprendre quelles étaient ses options. Le troisième appel de Richard est arrivé à 15h51. À ce moment-là, j'étais de retour dans ma voiture, conduisant vers le nord sur la 48 en direction de Grenoble, où j'avais un dîner d'affaires avec une entreprise du portefeuille. J'ai répondu, Alexandre. Sa voix était différente. Pas la voix suave des conseils d'administration. Quelque chose en dessous. Quelque chose qui avait besoin d'être maîtrisé et qui ne l'était pas tout à fait. Richard, ai-je dit. Un silence. Je crois comprendre qu'il y a eu une confusion avec le montage financier sur le projet de Bordeaux. Il n'y a aucune confusion de mon côté, ai-je répondu. Un autre silence, plus long. Cédric Weber me dit que Mercier Capital s'est retiré de l'engagement. C'est exact. Un silence qui avait une certaine température. Pourquoi? Je roulais vers le nord. La lumière de l'après-midi était plate et froide sur le paysage de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai regardé une volée d'oiseaux traverser l'autoroute devant moi en une longue ligne diagonale. Richard, ai-je dit, vous m'avez dit aujourd'hui qu'il s'agissait d'une entreprise de 46 millions d'euros et que vous n'aviez pas besoin de mon argent de poche. J'étais d'accord avec vous. J'ai donc retiré mon argent de poche. Un très long silence.
Ce n'est pas ce que a-t-il commencé. C'est exactement ce que vous avez dit, les jeux coupés. J'étais à cette table. Alexandre, je parlais de l'ampleur de l'accord. Non. Je gère 312,8 millions d'euros d'actifs, ai-je dit. Je vous l'ai dit. Vous m'avez entendu le dire. Aujourd'hui, à cette table, devant votre directrice financière, votre conseiller financier, votre fils et ma femme, vous m'avez ri au nez, puis vous êtes passé au point suivant de l'ordre du jour. J'ai fait une pause. J'ai décidé de suivre votre conseil et de laisser les grosses affaires aux personnes ayant un poids institutionnel. Un silence si total que j'ai vérifié si l'appel n'avait pas été coupé. Nous devons parler, a finalement dit Richard. Sa voix avait perdu quelque chose. Je n'arrivais pas à le nommer exactement. L'aisance, la certitude. Je suis disponible jeudi, ai-je dit. Je demanderai à Daniel de vous envoyer une invitation sur votre calendrier. Et j'ai raccroché. Je veux vous dire quelque chose sur les 36 heures qui ont suivi, car je pense que cela en dit plus sur ce que j'avais réellement construit que tout ce qui a précédé. Horizon Développement a commencé à appeler le groupe Beaumont toutes les 3 heures. Le calendrier du projet de Bordeaux était structuré autour d'une date de clôture du financement d'environ 90 jours. Sans l'arrangement de fonds propres que Mercier Capital en crée, les investisseurs institutionnels qui étaient en discussion préliminaire ont commencé à se retirer. Partenaires institutionnels du Sud a mis son engagement formellement en attente. Un family office de Lille que Daniel avait fait venir très tôt a fait silence radio. Le promoteur a commencé à examiner si le calendrier du projet pouvait être prolongé, ce qui a déclenché une conversation avec le propriétaire du terrain au sujet des frais de portage que personne ne voulait avoir. Le groupe Beaumont avait passé 14 mois et consacré d'importantes ressources internes à se positionner pour le projet de Bordeaux. Baptiste avait apparemment fait plusieurs présentations en interne sur le projet. Richard l'avait utilisé comme pièce maîtresse d'une stratégie de croissance qu'il avait partagée avec son propre conseil consultatif. Tout cela reposait sur une structure de capital que Mercier Capital avait discrètement élaborée pendant 3 semaines. Pendant que Richard me traitait comme un homme qui s'était trompé de table. L'appel de jeudi a eu lieu comme prévu. Richard a conduit jusqu'à Lyon. Il n'a pas appelé Sophie en premier. Il n'a pas demandé à ce qu'on se voie chez eux. Il a appelé le numéro de Daniel et a demandé 30 minutes dans nos bureaux de l'avenue Foch. Je veux vous décrire à quoi ressemblent nos locaux parce que je pense que c'est important. Les bureaux de Mercier Capital sur l'avenue Foch au Breteau ne sont pas l'espace le plus tape à accent Graveleuil de Lyon. Ils n'ont pas besoin de l'être. C'est l'étage complet d'un immeuble qui possède un type de calme spécifique. Celui qui provient de beaux matériaux et de très peu de choses inutiles. Les fenêtres orientées à l'est vont du sol au plafond, et le matin, la lumière entre, pure et dorée, sur les parquets. Il y a un bureau de réception en chêne blanc. Il n'y a pas de trophée au mur. Il y a un tableau dans la salle de conférence où Daniel maintient une vue en direct de notre portefeuille, classé par code couleur selon le niveau de performance, mis à jour chaque matin. C'est la pièce d'un homme qui fait cela depuis 12 ans et qui a cessé de ressentir le besoin de se justifier aux alentours de la 7e année. J'étais dans cette salle de conférence quand ils ont fait monter Richard. Il est entré de la façon dont un homme entre quand une pièce lui a fait un effet inattendu. Il s'est arrêté sur le pas de la porte l'espace d'un instant, comme le faisait parfois Sophie, s'imprégnant de la vue, de l'espace, du tableau. Puis il s'est dirigé vers la table et s'est assis en face de moi. J'avais Daniel avec moi. Personne d'autre. Merci d'être venu, ai-je dit. Richard a regardé le tableau. Il a regardé Daniel. Il est revenu à moi. Quelque chose avait changé sur son visage. Pas tout. Il était toujours Richard Beaumont, mais une partie de son autorité naturelle s'était déplacée ailleurs. Je vous dois des excuses, a-t-il dit. J'ai attendu. Ce que j'ai dit lors de la réunion, a-t-il poursuivi, n'était pas un reflet exact de vos capacités. Je parlais à la légère. J'aurais dû être plus prudent. Vous avez ri, ai-je dit doucement, sans méchanceté. Il a soutenu mon regard. En effet. Devant votre directrice financière, devant votre fils, devant Sophie. Une pause. Oui. J'ai laissé planer le silence un instant. Richard, ai-je dit, je suis marié à votre fille depuis 4 ans. Pendant tout ce temps, je ne vous ai jamais rien demandé. J'ai fait une seule offre pour aider le groupe Beaumont avec le prêt relais de Marseille, et vous l'avez décliné.
Je me suis assis à votre table pendant 4 ans. J'ai répondu à des questions sur mon travail, j'ai expliqué ce que je fais, et vous avez hoché la tête. À chaque fois, vous avez hoché la tête. Il n'a rien dit. Mardi dernier, vous aviez le choix de la façon dont vous alliez me parler dans cette pièce. Ai-je dit? Vous en avez fait un. Un autre silence. Pouvons-nous arranger ça, a-t-il demandé. C'était la question. Celle vers laquelle tout convergeait depuis 13h47 le mardi après-midi. Et je veux vous dire une chose vraie à propos du moment où il l'a posée. Je ne me suis pas senti triomphant. C'est important. J'y ai longuement réfléchi. Et je veux être précis. Je ne me suis pas assis là en ressentant la chaleur réconfortante d'avoir gagné quelque chose. Ce que j'ai ressenti était plus proche de la fatigue. Fatigué d'être la pensée après coup de quelqu'un. Fatigué d'être adjacent à une famille au lieu d'en faire partie. Cela dépend de vous, ai-je dit. Je veux rectifier le tir, a-t-il dit. Le projet de Bordeaux a besoin. Je sais ce dont Bordeaux a besoin, ai-je répondu. Je sais ce dont Bordeaux a besoin depuis 3 semaines. Ce n'est pas de cela que je parle. Il a attendu. Je parle du fait que vous avez passé 4 ans à décider qui je suis, ai-je dit. Et vous aviez tort. Et la seule raison pour laquelle vous êtes assis dans cette pièce en ce moment, c'est parce qu'un projet qui vous tient à cœur est en difficulté. Pas parce que vous vous êtes réveillé ce matin en vous disant « Laisse-moi aller comprendre mon gendre ». Je l'ai dit sans agressivité. Juste comme un fait. C'est la chose que j'ai besoin que vous entendiez réellement. Le silence le plus long de l'après-midi. Vous avez raison. Richard Beaumont a dit cela, c'était une petite phrase, mais pour un homme comme Richard, qui avait passé 61 ans à être la plus grande présence dans chaque pièce où il entrait, cela lui avait coûté. Je pouvais voir que cela lui avait coûté. J'ai hoché la tête une fois. Daniel vous enverra une lettre d'engagement révisée, ai-je dit. Les conditions ont changé par rapport à notre proposition initiale. Notre participation au capital est désormais plus élevée. La structure des frais reflète nos coûts de portage pendant l'interruption, et j'aurai besoin d'une reconnaissance formelle, par écrit. De la part du conseil d'administration du groupe Beaumont concernant le rôle de Mercier Capital dans cette transaction, avant que nous ne nous réengagions. Richard m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Je ne sais pas si c'était sincère ou si c'était juste l'expression particulière qu'arbore un homme lorsqu'il reconnaît que l'autre personne à table a gagné. C'est équitable, a-t-il dit. Encore une chose, ai-je ajouté. Il a attendu. Sophie, ai-je dit. La prochaine fois que vous aurez besoin de me joindre au sujet de quelque chose qui implique ma vie professionnelle, vous m'appelez directement. Pas en passant par elle. Une pause. D'accord. Je me suis levé. Je lui ai serré la main. Je l'ai accompagné jusqu'à l'ascenseur. L'accord de Bordeaux a été conclu 14 mois plus tard. Mercier Capital a ancré la levée de fonds propres institutionnels à hauteur de 47,84 millions d'euros. Nous avons fait venir partenaires institutionnels du Sud, le Family Office de Lille, et un groupe de conseil en fonds de pension de Bordeaux même, que Daniel avait cultivé pendant 2 ans. La capitalisation totale du projet a atteint 349,6 millions d'euros. La participation du groupe Beaumont, qu'ils avaient structuré sous forme de commission de surperformance, était significative. C'était la plus grande transaction de l'histoire de l'entreprise. Lors du dîner de clôture au restaurant Le 4e Mur à Bordeaux, Richard s'est levé et a porté un toast. Il a parlé du projet, de l'équipe, du promoteur. Il a parlé de ce qu'il avait fallu pour en arriver là. Et puis il m'a regardé de l'autre côté de la table et il a dit, rien de tout cela ne serait arrivé sans mon gendre. Il l'a dit clairement, sans réserve, sans détour, juste comme un fait. Sophie a cherché ma main. J'ai regardé Richard Beaumont de l'autre côté de cette table, et j'ai pensé à un homme qui riait dans une salle de conseil à Saint-Étienne. Et j'ai pensé à 11 secondes et un SMS, et à 9 minutes et 40 secondes. Et j'ai pensé à ce que cela signifie de construire quelque chose de si complet, de si discret, de si précis, qu'au moment où les personnes qui vous ont sous-estimé le voient enfin, il n'y a plus matière à discuter. Il y a un type de silence particulier qui suit cela. Pas le genre glacial. Pas le genre qui vous oppresse. L'autre genre. Le genre qui survient quand quelque chose qui devait être dit a été dit, et que la pièce l'a enfin entendu.
Je tenais la main de ma femme. J'ai levé mon verre et j'ai laissé le moment être exactement ce qu'il était.